Salutations chers auditeurs, spectateurs et interacteurs, vous êtes en toute intelligence sur la chaîne Vérité à venir pour des traitements d'actualité, des sujets de haute importance et des thématiques qui sont bouillantes pour certaines communautés. Quoi qu'il en soit, vous en ressortez avec un degré de connaissance et d'information et c'est ça qui compte. Le sujet du jour, c'est l'hypocrisie dans le monde arabo-musulman. Et vous le voyez, pour s'en amuser un peu en second plan, je vous ai mis une caricature où vous avez toutes ces communautés associées pour dénoncer le méchant Occident avec son lot d'athées ou encore d'associateurs et de koufars, de mécréants. Alors des dictateurs, des assassins, des pédos, des voleurs, des intégristes et des escrocs, des menteurs ou encore des violeurs et des hors-la-loi sont tous en chœur pour dire mais Hamdoullah, on n'est pas athée. Je vais commencer le sujet par les vagues de manifestations contre l'islamophobie qui déferlent, voyez-vous, sur notre Europe. Alors, dans l'islamophobie, beaucoup de choses sont incluses, viennent s'y agréger, comme par exemple les gens qui trouvent ça scandaleux, que le halal se retrouve maintenant dans les cantines de nos gamins, qui ne sont pas du tout musulmans, qui trouvent également assez dérangeant de voir toutes ces pousses, voyez-vous, de nouveaux lieux de culte pour l'islam. Également s'inquiètent de certains groupes intégristes. Eh bien, lorsque vous dénoncez les groupes intégristes qui appliquent à la lettre les hadiths et ce qui est dans le Coran, vous êtes traité d'islamophobe. Lorsque vous dénoncez le remplacement des commerces dans les villes par des restaurants maintenant halal, vous êtes islamophobe. Lorsque vous vous saisissez du sujet, non pas du voile, mais de la burqa, où il ne reste que les yeux, du niqab, où on ne voit plus rien du tout sur le visage de la femme, eh bien là vous allez être traité d'islamophobe. Or, ces, voyez-vous, coutumes ne font pas partie de nos traditions. Ces accoutrements tout autant. Alors on comprend qu'il y a des gens qui viennent beaucoup de ce côté extra-européen du continent africain et qui viennent chez nous pour s'imposer. Non, 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 ils ne viennent pas trouver notre pays pour être sauvés, pour avoir de l'emploi et vivre à notre façon, en aimant notre pays, nos traditions, notre culture. Mais au contraire, ils s'intègrent en dissimulation pour mieux remplacer. On appelle ça de la colonisation, ni plus ni moins. Certes, il n'y a pas des militaires dans la rue qui pourraient nous laisser entendre qu'il y a un groupe, voyez-vous, qui est là, mais il y a une guerre de quatrième révolution, c'est-à-dire que tous les jours, vous avez des Algériens, des Tunisiens et bien d'autres encore, même d'autres Africains noirs aussi, qui font des meurtres et qui majoritairement vont les exercer, ces délinquances et criminalités, envers les Blancs, ce qu'ils nomment les koufars. Donc l'islamophobie, non fleur. Critiquer une religion n'est pas une forme de racisme, puisque aujourd'hui, on voudrait nous laisser entendre que si on critique les hadiths ou encore le Coran, nous sommes islamophobes puisque nous nous attaquons à leurs pratiquants. Ce qui n'est pas du tout le cas. Mais c'est finalement, voyez-vous, un étendard pour bâillonner les gens. Et ça suffit. Donc l'islamophobie, c'est un terme aux origines contestées. Remettons-nous-en donc à l'étymologie de l'islamophobie. Le mot définirait à l'origine la crainte ou la peur de l'islam. Mais c'est depuis traduit dans certaines bouches en hostilité envers les musulmans ou personnes perçues comme telles. À cette définition, on pourrait se contenter des termes xénophobie, le rejet de celui qui est étranger, ou racisme, la hiérarchisation de peuples, quand les musulmans sont ramenés à une origine réelle ou supposée. Les origines du terme, elles, sont confuses. L'essayiste Caroline Forrest avait tenté en 2003 d'établir l'arbre généalogique du terme, le faisant naître dans la bouche des mollahs iraniens, en 1979, pour, je cite, faire passer les femmes qui refusaient de porter le voile pour de mauvaises musulmanes en les accusant d'être islamophobes. Fin de citation. Une archéologie sémantique depuis largement contestée par la recherche. On retrouve d'ailleurs des traces d'utilisation du mot islamophobe en France dès le début du XXe siècle. C'est durant les années 2000 que s'impose véritablement, chez certains, ce terme-là pour décrire les situations de stigmatisation vécues par les croyants musulmans suite aux attentats islamistes du 11 septembre 2001 ou encore aux attaques de Londres en 2005. Alors ce qu'il faut voir dans ça, c'est que souvent, quand on entend parler de discrimination ou bien encore de stigmatisation, c'est beaucoup de ressenti. C'est-à-dire que c'est du subjectif. On sort de l'objectif.
Et si véritablement on voulait aller au bout des idées, que ce soit pour l'accès au logement, l'accès aux emplois, pourquoi pas la poursuite d'études, et de bien d'autres thématiques encore, eh bien, on établirait des statistiques ethniques. Or, les mêmes populations qui dénoncent finalement leur mise au banc de la société refusent ces stats, puisqu'il en paraîtrait un autre décor. Et donc, leur carte, et voyez-vous, leur relais médiatique d'une certaine gauche islamiste, ce que l'on appelle, voyez-vous, ni plus ni moins, comment dirais-je, gauchos, en tout cas de ce courant-là, l'islamo-gauchisme, comme on le dit, eh bien, ne tiendrait plus la route. Elle n'aurait pas de fondement parce qu'on verrait rapidement que eh bien, les étrangers ont pu ouvrir des commerces dans les villes sans aucun problème, qu'il y a du halal et du karcher dans énormément de grandes surfaces, petites surfaces, et donc qui ne sont pas discriminés sur le point alimentaire, que, voyez-vous, il n'y a pas tant d'agressions que ça. Il y en a peut-être eu, allez, 5, 10 par des fous sur des femmes voilées, mais majoritairement elles ne sont pas discriminées, que le nombre d'amendes qui normalement devraient être appliquées pour celles en burqa et en niqab ne sont pas du tout exercées comme ils le devraient, et on aurait comme ça plein d'autres schémas qui montreraient qu'en fait non, c'est même eux souvent qui sont d'ailleurs discriminants, par exemple dans leur quartier, envers les femmes qui ne portent pas le voile, eux qui sont discriminants envers les blancs, parce que c'est les babtous, c'est ce qu'ils considèrent comme fragile. Et donc on comprend rapidement que ce n'est que dissimulation et taquilla. La raison est simple. Le délit de blasphème n'existe pas en France. Chacun peut, dans les limites fixées par les différentes lois relatives à la liberté d'expression, porter une critique sur les divinités, les dogmes, les croyances ou les symboles religieux. Les personnes sont protégées lorsqu'elles subissent des attaques relatives à leur foi réelle ou supposée, mais les paroisses de chacun ne sont pas saintes dans la République laïque. La loi protège les croyants, pas leur religion. On pense avec les mots, fleurs, alors tâchons d'utiliser les bons. Non, il ne s'agit donc pas d'islamophobie, puisque ça n'existe pas. Et on pourrait aller même plus loin, eux qui veulent dénoncer les méchants blancs occidentaux, les méchants athées, chrétiens, associateurs, de leur faire un rempart, d'être contre eux. Parce qu'il y aurait des caricatures de Mohamed, il y aurait des Milas qui s'expriment sur les réseaux sociaux, des fois en débordé le respect, mais voyez-vous, qui sont dans la moquerie. Mais c'est permis. Il y a après d'autres en intelligence, comme Jacques le Fou, qui dénonce la folie de suivre un pédocriminel, Mohamed, qui était un guerrier, et voyez-vous, qui était un criminel dont en réalité Dieu n'a jamais parlé. Mais par contre, ces mêmes musulmans, donc quand vous les mettez non plus en victime, mais que vous sortez la sourate 9, par exemple, verset 30 de leur Coran, qu'ils adorent et qui te disent qu'elle est applicable, cette loi et cette, voyez-vous, revendication en tout temps, en tout lieu, est en réalité en train de propager la haine contre les juifs et les chrétiens. Donc qui est véritablement dans la haine et, voyez-vous, dans la dissimulation de son dogme? Bien joué, les musulmans. Donc haine, islamophobie en Europe, un musulman sur deux déclare subir des discriminations au quotidien. Alors, quelle discrimination, encore une fois? On ne sait pas, ça relève de la folie. L'Agence européenne des droits fondamentaux a publié ce jeudi 24 octobre un rapport alarmant sur l'islamophobie dans 13 pays de l'Union européenne. En France, 39% des personnes interrogées ont dit en être victimes. Bon, pas victimes sur les aides sociales, non, pas non plus, voyez-vous, réduit à des moins que rien pour monter des assos islamistes et prendre du pognon. Non, non, ça, il n'y a pas de problème. Hein. Ça, quand il est question de prendre du pognon, ils sont bons là-dedans. Donc d'après cette étude, je cite, les musulmans sont pris pour cible non seulement en raison de leur religion, mais aussi en raison de la couleur de leur peau et de leur origine ethnique ou immigrée. Oh les pauvres. Ils sont, je cite, près de la moitié à penser que leur dernière interpellation était due à un profilage racial illégal et sont 3 fois plus susceptibles de quitter l'école prématurément que la population générale. Fin de citation. Oh les pauvres. Donc, qu'on résume. Ils sont là. Majoritairement, les trafics de stupes, de femmes et d'armes et de bien d'autres choses dramatiques encore se situent dans les quartiers. Les quartiers qui sont, voyez-vous, habités majoritairement aujourd'hui par des arabo-musulmans ou bien encore des noirs de communautés musulmanes. Il faut dire les choses. Et que s'est-il passé? Eh bien, dans les années à peu près 70, on a le regroupement familial, on leur ouvre la voie intégrale à la France et on dit allez, vous pouvez ramener votre famille et petit à petit,
eh bien les quartiers perdent l'identité française. Ça devient des zones de non-droit où les Blancs qui vivaient là-bas partent parce qu'ils sont persécutés, où leurs voitures sont brûlées, ou encore il y a des gens qui toquent à toute heure chez eux, qui les insultent. Bref, ils ne sont plus en sécurité. Donc ils partent. Voilà qu'il y a un renouveau, une autre population qui s'installe, et celle-ci émane beaucoup d'Afrique. Et on voit une diversité des divers pays africains qui trouvent en tout cas refuge dans les quartiers français. Et que font-ils? Non, ils ne cherchent plus la voie du travail. On leur a permis, avec le RMI, de vivre aux frais des Français. On leur a permis, avec les APL, d'avoir leur loyer à moindre coût, 50 balles par mois. On leur a permis, avec la CAF, de pondre des gamins et de continuer à prendre des subventions et tout un tas d'argent. Surtout de l'argent, voyez-vous, par des aides sociales. Mais ils trouvent également, puisqu'ils ne font rien de leur journée, la possibilité de monter des associations qui demanderont des subventions à la mairie, à l'État et compagnie. Donc on voit maintenant qu'en fait, ils ne sont pas du tout discriminés, au contraire, ils sont même privilégiés. D'accord? Et que lorsqu'il y a des interpellations et que majoritairement ce sont des arabos des noirs ciblés, eh bien c'est parce que ce sont eux qui tiennent les fours, eux qui font des règlements de compte à coups de calache et compagnie, eux qui créent du désordre et qui emmerdent les voisins. Mais ça, ils ne veulent pas le reconnaître. Et donc, si on sortait de l'état émotionnel et qu'on rentrait dans la voie du logos, c'est-à-dire la raison, et qu'on mettait un peu d'éthos de morale et une adaptabilité au public, on déciderait à ce moment-là d'établir des stats ethniques pour voir si vraiment un profilage est racial, ou si c'est, voyez-vous, un islamo-gauchisme qui veut faire culpabiliser les autochtones de faire, voyez-vous, des condamnations des criminels. Et quand ils sont 3 fois plus susceptibles de quitter l'école, ne sont-ils pas en réalité eux-mêmes à se discriminer? Puisqu'il y avait des UP, il y a un moment, l'État a dit allez, avec Sarkozy et compagnie, on ne peut pas les laisser qu'entre eux, quoi. C'est des bons à rien entre eux. Ouvrons la voie à ce qu'ils rentrent dans les écoles avec les autochtones, les Français de souche. Et petit à petit, ça a amené à la dégringolade. PISA en parle de lui-même. Hein. Voyez-vous, comment dirais-je, document qui permet d'établir le niveau des Français en maths, en histoire, en mathématiques, nous montre que ces dernières années, tout chute. Alors, on va nous dire non, c'est pas dû à la nouvelle population, c'est à cause des technologies. Moi je dis, les deux acteurs sont en place. La technologie a fait ses dégâts, et l'immigration incontrôlée avec son lot de délinquants et de rejetons qui ne sont même plus éduqués par des parents qui ne jouent pas leur rôle, sont responsables. Donc il faut arrêter un moment de laisser entendre que finalement s'ils sont contrôlés et s'ils sortent plus tôt de l'école, c'est de la faute des Blancs, des Français de souche et des fachos. Non, chacun est responsable de ses actes. Allons plus loin, donc les plus vives discriminations sont ressenties sur le marché de l'emploi et dans la recherche d'un logement, ainsi que par les femmes portant des vêtements religieux par rapport à celles n'en portant pas et aux hommes. On a vu que c'était faux, que même quand ils font voyez-vous, sans photo, en changeant de prénom, et qu'ils postulent pour des offres, donc avec des CV anonymes, eh bien en fait, c'est plutôt le lieu où ils résident qui vient à leur faire défaut. Pourquoi? Eh bien parce que les patrons ont peur qu'ils ne se réveillent pas, qu'ils ne puissent pas aller au travail parce que la voiture est brûlée, qu'ils soient encore des profils délinquants qui causent des problèmes dans la société et bien d'autres choses. Hein, ils ont tenté l'expérience, ils se sont dit c'est bon. Pour les logements, c'est un mensonge. Dans les HLM, il suffit seulement de regarder qui profite de ces habitations au loyer modéré pour s'apercevoir que les privilégiés sont à nouveau les Africains et globalement dedans on retrouve donc les musulmans. Ils ne sont donc pas discriminés. Par contre, on a des États étrangers qui veulent donner des leçons à la France, comme, voyez-vous, la Turquie avec Erdogan, qui dit la France est un pays raciste qui haït les musulmans. Eux, Turcs, voyez-vous, qui s'en prennent des fois aux Arabes aussi. Mais bon, on aura apparemment des leçons à recevoir de leur part. Alors on va se pencher sur ces phénomènes. On nous dit, une nouvelle propagande, que les musulmans font hijra. Alors ils ne le font pas par rapport aux recommandations des professeurs, des chers, ni des docteurs ou de je ne sais quel, voyez-vous, teneur de loi. Non, 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 ils le font à cause des méchants blancs européens. Non, on va remettre de l'ordre. Les musulmans de France quittent-ils en masse une France islamophobe et sans espoir? Il existe toute une mythologie volontairement élaborée autour de cette réalité fiction. On avance des chiffres, invérifiables, on interprète selon ses envies. La France qui chasse ses musulmans est d'ailleurs un sujet qui, curieusement, fait la joie de plusieurs familles médiatiques et universitaires
et on pourrait dire bien à gauche, qui rentre dans le document de la stratégie des pays arabo-musulmans, que de dire que l'islam a sa place en Occident et petit à petit faire un terreau pour le califat et la charia. Alors je vous ai pris un article et voici ce qui est dit. D'abord, les islamistes qui considèrent le pays France comme le contre-califat le font avec finalement le reproche de la laïcité et la volonté d'élaborer un islam français enfin libéré de la tutelle islamiste et du communautarisme. Ensuite, on a l'anglo-saxonie woke qui adore trouver en France l'occasion de se déculpabiliser de sa propre histoire vis-à-vis de l'immigration, du racisme, de la colonisation et des génocides. Quoi de mieux pour les Britanniques que de laisser entendre que seule la France porte tous les fardeaux. En dernier lieu, on a les décoloniaux de gauche, ce que l'on pourrait dire les traîtres de notre population au résultat, qui sont des fervents de la crucifixion, ou, au bout de la chaîne, du ressassement. Des Maghrébins installés en France qui pratiquent la culpabilisation comme on fait du surf. Les Maghrébins qui vont nous parler de la traite, des colons, de ce qui s'est passé en Algérie depuis 1830, oubliant de voir ce qui se passe actuellement par leurs dirigeants corrompus et mettant dans la pénombre toute la partie de la traite arabo-musulmane et entre autres des barbaresques. Il ne faudrait pas en parler de ces harems, de ces enlèvements de blancs et compagnie. Les musulmans quitteraient une France islamophobe et raciste. Vraiment ? C'est l'habillage, en tout cas culpabilisant, qui semble erroné. Ceux qui partent le font pour aller en Amérique ou dans les principautés dorées du Golfe Persique pour raison de carrière, d'argent, d'envie ou de liberté. Ceux qui vont à Dubaï ne le font pas parce qu'ils sont persécutés en France, mais parce que, l'impôt est moins cher là-bas. Ceux qui partent en Arabie Saoudite ne le font pas parce qu'ils sont persécutés en France, mais pour du pèlerinage, du Hajj et compagnie. Ceux qui partent dans leur bled ne le font pas non plus parce qu'ils seraient discriminés en France, mais au contraire parce qu'ils ont accumulé un pactole depuis la France et qu'ils ont permis à leurs proches d'être propriétaires, de monter des commerces, voyez-vous, d'investir dans leur pays d'origine. Donc tout ça n'est qu'histoire de mensonges. On préfère cependant l'imputer à l'islamophobie ambiante, car cela sied à ce que l'on veut croire et faire croire dans ce pays, la France. On habille le départ d'un faux chagrin. Oh les pauvres, eux qui aimaient tant la France, qui la portaient dans leur cœur, qui voulaient y vivre comme en France, voyez-vous. Partent, ils sont chassés d'un pays qu'ils aimaient. Alors qu'à longueur de temps, le premier drapeau qui sort en compétition de football ou autre, c'est celui de leur origine. Algérie, Maroc, Tunisie, Mali ou ce que vous voulez. Les premiers drapeaux qui sortent, non, c'est pas celui de la France. Le premier hymne qui peut pareil sortir, non, ne sera pas la Marseillaise, mais au contraire, sera celui de leur origine. Les premiers reproches contre la colonisation, contre, voyez-vous, la maltraitance, l'esclavage même moderne, ce sera toujours contre l'Occident. Parce qu'apparemment, le monde arabo-musulman est parfait. Alors on va démontrer le contraire juste après, puisque c'est intéressant. On voit, l'on convertit l'ambition professionnelle en scène de désamour. D'ailleurs, le retour, qui est en soi la pratique hijra vers les pays du Golfe ou l'Arabie Saoudite, aujourd'hui encouragée par l'international islamiste, n'est devenu attrayant que parce que ces pays musulmans sont richissimes et donc fréquentables. Ainsi, on crie à l'envie de rentrer chez ses ancêtres. Mais on va à Dubaï. Benzema a montré la voie. La hijra vers la nation des pères, c'est en direction des banques et pas des ancêtres. On n'est pas idiots. Et je voudrais rajouter quelque chose. Vous voyez, ces arabo-musulmans, et même ces noirs également musulmans, on va dire la communauté musulmane, qui s'est déplacée en France, vous laisse entendre aujourd'hui que ce sont les anciens Français qui ont été chez eux les chercher de force. Or, c'est faux. On sait très bien que après 1945, là, ils sont arrivés majoritairement. Qu'avant 1945, il n'y avait quasiment pas d'Africains en France. Et qu'il y avait même donc énormément même quasiment tous les blancs qui travaillaient, les blanches avec, les françaises, et même les ptios, les gamins bossaient. Et c'était pas donc les gamins étrangers, c'était pas les têtes étrangères qu'on avait pris en France, mais bien des Français de souche, de plusieurs générations, leurs femmes et les enfants qui jobaient. Voilà. Donc ça, c'est à nouveau à révéler, puisque c'est important. Eux voudraient écrire une nouvelle histoire. Ils vont vous dire par exemple que ce sont les étrangers qui ont fait la France. Or, dans le BTP, on voit qu'ils sont à peine 30% ou 6%, je sais plus, voilà, vous voyez, c'est rien. Majoritairement, ce sont les Européens qui ont reconstruit le pays.
C'est tout. C'est ce qui a fait briller le pays, ce sont les Européens. Mais, vous voyez, ils aiment bien réinventer une histoire. Donc continuons. Dans l'entre-soi communautaire, la pratique est d'ailleurs connue. On vient en France pour éduquer ses enfants et leur garantir la France des aides. Mais dès que les diplômes et la nationalité sont obtenus, on préfère les voir vivre en Amérique et hurler à l'islamophobie française. Pourquoi ne pas aller directement en Anglo-Saxonie pour y habiter et instruire ses enfants? Cela coûte trop cher. La France, c'est la gratuité assortie au coefficient de culpabilité. On déserte la France lorsque les aides ont été épuisées. Alors, je vous mets un passage du livre L'islamophobie. Voyez-vous, non, c'est l'islam à la conquête de l'Occident. Eux qui se plaignent de l'islamophobie. Donc la rhétorique utilisée ici est bien connue des Français. Elle consiste à dire que tout ce qui s'oppose de près ou de loin, fût-ce par des moyens de droit, à une volonté exprimée par les musulmans, porte en soi un fond plus ou moins avéré de racisme. Ainsi, en est-il de la volonté des pays occidentaux de contrôler les flux migratoires, par exemple, ou encore du souhait de bon nombre de citoyens des pays d'Europe de voir les pouvoirs publics faire reculer l'islamisation. Deuxièmement, même s'il demeure des comportements racistes chez certains de nos compatriotes, il n'en reste pas moins que les Français, dans leur majorité, ont régulièrement élu des responsables politiques qui n'ont cessé d'aborder, voyez-vous, le sujet des immigrés, de leur accorder à ces immigrés des droits de plus en plus conséquents, tant au point de vue de la prise en charge sanitaire qu'à celui des aides financières et sociales de toute nature. Alors on leur paye les transports en commun gratuitement, les petits là qui ont des parents incapables de travailler, on leur paye des vacances, les parents incapables de se gérer, on leur donne même des aides alimentaires, des chèques à Noël, eux qui disent que c'est une pratique de koufar, de dire que le 25 décembre, c'est Noël, c'est joyeuse fête qui devient maintenant bel hiver, et ce sont les mêmes qui veulent la prime de Noël. Voyez-vous. Ces accusations, lues sous la plume des représentants officiels des États musulmans, sont insupportables, surtout lorsqu'on connaît la manière dont ces États eux-mêmes traitent les étrangers qui séjournent sur leur sol. Donc on a des pays arabo-musulmans, Tunisie, Arabie Saoudite, Algérie, ce que vous voulez, qui font des reproches à la France en disant qu'on est dans le mauvais traitement des étrangers, ce qui est un total mensonge, quand on voit que dans leur pays, ils mettent dans le désert, sans eau, sans nourriture, des étrangers qui étaient venus retrouver un refuge chez eux. Voyez-vous. Eux veulent nous donner des leçons de comment on doit être dans les droits de l'homme et du citoyen, alors que l'Arabie Saoudite est le seul pays à ne pas l'avoir ratifié. Et que leur Coran et leur hadith appellent justement à discriminer celui qui n'est pas musulman de celui qui est pur, entre guillemets. Des pays qui réinventent chaque jour l'esclavage moderne en exploitant les travailleurs étrangers, pour ne citer que cet exemple, seraient bien inspirés de s'astreindre au silence. Le Qatar reconnaît par exemple la mort de 400 à 500 travailleurs migrants sur les chantiers du mondial, 29 novembre 2022. Avez-vous vu les étrangers ou la communauté arabo-musulmane se saisir du sujet pour dénoncer les Qataris? La réponse est non. Parce que ce sont des Bangladesh, voyez-vous, des membres du Bangladesh et de d'autres pays comme ça, qui ne font pas grand bruit dans les médias. C'est-à-dire que eux, ils subissent la vraie persécution. Et elle est tellement réelle que, eh bien, elle n'est pas relayée dans les médias. Elle n'est donc pas instrumentalisée. Alors le directeur du tournoi Hassan Al-Tarwadi a donné une nouvelle estimation officielle du nombre total de migrants morts entre 2010 et 2022 au Qatar. La Coupe du monde de football au Qatar a soulevé de nombreuses critiques et appelle au boycott, notamment en Europe, mais pas des arabo-musulmans, non, des Européens même de souche, en raison des coûts écologiques, financiers et humains liés à l'organisation de cette compétition dans ce riche émirat gazier du Golfe. Donc on nous dit qu'il y a eu par le The Guardian, plus de 6500 migrants indiens, pakistanais, sri-lankais, bangladais, népalais qui seraient morts en construisant les infrastructures et les stades de football pour cette Coupe du Monde depuis 2010. On a aussi dans ces pays-là, ceux censés être sous loi islamique ou proches en tout cas, voyez-vous, de ces derniers, des scandales qui sont tus dans les médias. Parce que ça pourrait faire mal. Les porta-potty. Révélation choc sur les influenceuses à Dubaï. Voilà qu'on apprend que pour 50 000 € la semaine, eh bien, il est demandé à ces Européennes de faire des choses avec des animaux pour divertir
les Dubaïtes. Et s'ils ne le font pas, en tout cas, ils prennent leur passeport. Comme ça, ils ne peuvent pas s'en sortir. On a eu, par exemple, le témoignage de Maïsan, candidat de télé-réalité, et bien d'autres qui sont sortis. En fait, depuis plusieurs années, on a des blogs qui ont affiché au grand jour les dessous d'un réseau d'escorting et de prostitution à Dubaï, par des arabo-musulmans, les porta-potty. De riches milliardaires émiratis proposeraient à des femmes de s'adonner à des pratiques clairement indécentes pour des sommes monstrueuses. Mais à quel prix? Pour 15 000 à 20 000 dollars, certaines accepteraient, pour divertir ces riches émiratis, eh bien de se faire déféquer dessus. D'où le nom porta-potty, toilette portable ou toilette publique. Le scandale a éclaté après qu'une vidéo montrant une influenceuse se faisant déféquer dans la bouche ne soit diffusée et devienne virale en quelques instants. Mais quand vous regardez dans Le Monde, Le Figaro, Le Parisien, tout a été mis sous silence. Parce qu'ils reçoivent des chèques, des subventions de ces arabo-musulmans. Mais il n'y a pas que ça. Zoophilie ou encore relations sexuelles forcées avec des mineurs, les témoignages s'enchaînent autour de ce scandale international. Vous avez ça. Tué par l'âne qu'il tentait de sodomiser. Un cher saoudien a été tué par l'âne qu'il tentait de sodomiser. L'homme a été retrouvé par la police saoudienne, le pantalon baissé. Et on a plein d'affaires comme ça, même je crois que c'était en Algérie, au Maroc, etc., où on voyait très bien ce genre de pratique. Donc son amour des animaux a fini par avoir sa peau. Un cher saoudien a été retrouvé gisant à proximité d'un âne. C'est en tout cas ce qu'annonce le site tunisien de Tunis Tribune, citant une source policière. Donc selon le journal, ce cher aurait reçu un coup de sabot au visage, ainsi que 3 coups sur la poitrine, et il aura ensuite agonisé pendant de longues heures avant de mourir de ses blessures. Donc après, ça continue. Et il est dit un peu plus bas après, dans un pays où la pratique de la sodomie est punie de mort, il y a fort à parier que le viol de la pauvre bête aurait de toute façon causé de sérieux ennuis à l'homme. Cette histoire n'est pas sans rappeler celle d'une mignonne chèvre kenyane qui avait témoigné au procès de son violeur. Des histoires qui rappellent que tous les fantasmes ne sont pas bons à réaliser. Et je vous avais partagé aussi pareil au Maroc, je crois qu'ils étaient 15 sur un pauvre âne, comme quoi ils répètent en tout cas leur perversion. Arabie Saoudite, eh bien le coup humain du rêve de la modernité de Mohamed Ben Salman est plus que scandaleux. Déjà 21 000 morts sur les chantiers de Vision 2030 en Arabie Saoudite, et on nous dit même qu'il y a 100 000 ouvriers qui ont disparu. C'est-à-dire qu'on n'a plus de... les radars n'ont plus de détection de leur présence. On a un employé qui a témoigné, selon lui, le manque de sommeil provoque de nombreux accidents du travail. Un autre ouvrier s'est adressé à ses amis et à sa famille pour les supplier, je cite, « S'il vous plaît, sauvez-moi ». Fin de citation. Peu après, cet homme a été retrouvé mort. On lui avait dit auparavant qu'il ne pouvait quitter l'Arabie Saoudite que s'il payait une somme équivalente à 5 mois de salaire, a-t-on appris. Les responsables en Arabie Saoudite ont promis d'examiner les accusations. Eux qui ont fait tuer un journaliste aussi, découpé en morceaux. On a également l'Arabie Saoudite, donc représentant du sunnisme et du Coran, donc de la religion musulmane, de l'islam, qui ne se retrouve pas sous les feux des projecteurs ni critiqué par la communauté arabo-musulmane, qui en 7 ans, avec sa guerre au Yémen, a causé la mort de 377 000 personnes d'ici à la fin 2021. Selon l'estimation publiée par les Nations Unies, 150 000 morts sont dus au combat et environ 227 000 aux conséquences indirectes du conflit comme la famine ou les maladies. Donc vous les entendez être mobilisés pour les Gazaouis, ce qui est tout à fait entendable, en dénonçant des crimes contre l'humanité, voire certains parlent de génocide. On est sur, je crois, 50 000 morts, à peu près, énormément d'enfants et de femmes. Mais pas un mot sur ce qu'a fait l'Arabie Saoudite avec les effets secondaires. Donc moi je parle même pas des 150 000 morts dus au combat. Je parle des autres, des 227 000 qui ont subi, donc c'est des femmes et des enfants, la famine et les maladies. Alors, on attend où ça, géométrie variable? Et ça c'est un des scandales de la communauté, parce que c'est bien les arabo-musulmans par l'Arabie Saoudite et les Saoudiens qui ont mené la guerre au Yémen. Donc on les attend, mais ce n'est pas fini, il n'y a pas que ça. L'Arabie Saoudite, c'est aussi des massacres de migrants à la frontière du Yémen. Les abus systématiques contre les Éthiopiens pourraient constituer des crimes contre l'humanité. Ils sont donc où, ces arabo-musulmans en Europe, pour dénoncer ceci?
Ah, ils savent se mobiliser contre le sionisme, mais pas contre l'islamisme. Très bien. Et on nous dira que Daesh, Al-Qaïda ou encore l'État islamique en Irak et au Levant, tout ça n'est qu'invention des sionistes et ceux qui participent dedans sont que des faibles. Oui, ils sont laissés manipuler. Non, 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 non. Vous ne trompez personne. Les gardes frontières saoudiens ont tué depuis 2022 des centaines de migrants éthiopiens qui tentaient de pénétrer dans la riche monarchie du Golfe Persique en passant par sa frontière avec le Yémen, a dénoncé lundi 21 août l'ONG de défense des droits humains Human Rights Watch. On a également ce côté de ce hedge en 2024 qui continue à faire des heureux en tout cas, puisque des milliards de dollars de bénéfices sont effectués par ces millions de pèlerins. Donc on apprend, hein, l'Arabie Saoudite, c'est des milliers de morts pour un projet pharaonique, c'est, voyez-vous, des Yéménites dans une grave crise, des femmes et des enfants qui meurent avec de la famine et des problèmes de maladie, c'est aussi donc des Éthiopiens qui se font tirer dessus, massacrés au niveau de la frontière avec le Yémen, c'est plein d'autres drames, dont également leurs voisins qui font des porte-à-potty, voyez-vous, des pratiques dégueulasses. Et il continue à y avoir des millions de pèlerins qui ne disent pas un mot. Et on rappelle qu'à l'époque, quand ils faisaient le Hajj, eh bien, les pèlerins repartaient en général avec un esclave, un servant comme ils le nommaient. Ils l'achetaient. Et que ce sont les Britanniques qui ont fait cesser, voyez-vous, la vente d'esclaves à la Mecque. Puisque jusqu'en 1960, ce pays vendait encore des esclaves. Eux qui veulent donner des leçons à la France. C'est quand même incroyable. Et c'est bien aussi de la part des Britanniques qui les ont fait cesser en Palestine le mariage de petites filles de 10 ans, 11 ans et 12 ans. Avant l'arrivée des Britanniques, eh bien, c'était monnaie courante parce qu'ils imitaient Mohammed. Et on rappellera donc la Mecque, hein, que c'est ni plus ni moins que Mecque-Atan, référence à Manhattan, ville de la démesure où c'est que là pour le pognon et faire des affaires. Partout à la Mecque, pullulent petites échoppes et galeries marchandes. Où que vous soyez dans la ville, il y a, tout près, quelqu'un pour vous vendre quelque chose, résume l'intellectuel britannique d'origine pakistanaise Ziauddin Sardar dans son ouvrage Histoire de la Mecque, publié en 2014. Le commerce y est omniprésent et omnipotent. Les pèlerins étant incités sans discontinuer à dépenser leur argent, souligne l'auteur en pointant, je cite, un culte de l'argent et du consumérisme. Fin de citation. C'est d'ailleurs pourquoi on a totalement raison, nous chrétiens, de considérer que la Mecque est bien la ville aux 7 montagnes, la grande prostituée, la grande Babylone, celle qui est dans la démesure et qui a détourné en plus, voyez-vous, du temple de Dieu et de la montagne de Sion. Poursuivre un pervers dans le désert qui a tronqué les écrits au point d'insulter le Christ en disant qu'il n'est pas fils de Dieu et carrément a renié son sacrifice sur la croix. Alors l'Assemblée générale de l'ONU, Organisation des Nations Unies, a refusé l'entrée de l'Arabie Saoudite au Conseil des droits de l'homme en 2024. Et c'est tout à fait normal puisque l'Arabie Saoudite est le seul pays maintenant qui n'a pas ratifié la Déclaration universelle des droits de l'homme depuis son adoption en 1948. Et en plus, elle s'oppose à ces textes. Donc à quel moment on va l'accepter, voyez-vous, à l'ONU, ce genre de choses, même si je ne suis pas un fan de cet organisme. Et alors on a après pareil des critiques qui arrivent depuis la Tunisie, depuis l'Algérie, sur le traitement de la part des Français envers ces pauvres immigrés. Eux qui en Tunisie, voyez-vous, bien expulsent dans le désert les subsahariens. Arrêtés, battus, abandonnés sans eau ni nourriture, des exilés ayant retrouvé refuge à Médénine, dans le sud-est du pays, témoignent de l'horreur qu'ils ont subie. Et on a un autre article, au moins 25 corps découverts, le sort terrible des migrants abandonnés dans le désert tunisien. Mais en Europe, on nous laissera toujours cette image de ces pauvres migrants qui, de leur propre décision, ont pris le bateau et n'ont pas été coulés par les Occidentaux. Non, sont juste tombés parce que des passeurs profitaient de les entasser au maximum pour faire du blé. Voyez ? Donc, on va pas accuser les passeurs, non, faudrait pas quand même, on remonterait au pays de l'Afrique du Nord. Non, faut pas s'intéresser à ça. Faut accuser les Occidentaux de ne pas avoir déployé des bateaux pour aller les chercher, voire même carrément de ne pas leur avoir payé un billet d'avion pour qu'ils viennent en toute légalité et en tout confort chez nous. Quand par contre dans ces pays voyez-vous, l'Afrique du Nord, on retrouve des morts dans le désert, des gens qui sont battus, arrêtés, expulsés, abandonnés sans nourriture, et en Algérie, ils en font de même. Ils ont refoulé 20 000 migrants vers le Niger depuis janvier.
selon une ONG. En Algérie, en 2024, 14 migrants ont été retrouvés morts dans le désert. Et on a aussi, voyez-vous, apparemment leur liberté de parole, alors que l'écrivain Boualem Sansal a été placé en détention en Algérie et accusé d'atteinte à l'intégrité du territoire national. L'homme de lettres franco-algérien a été placé sous mandat de dépôt par le tribunal de Dar Herbeda. Les faits qui lui sont reprochés sur la base de l'article 87 bis du Code pénal pourraient lui valoir la prison à perpétuité pour ses idées. Et alors, pour conclure, j'ai publié sur TikTok Alerte aux chrétiens, donc à peu près 1860 vues et plusieurs rediffusions, et sur YouTube à peu près une soixantaine de vues, excusez-moi, et quelque part de vies qui peuvent être sauvées, en alertant les chrétiens de la sourate 9, verset 30. Non, l'islam n'est pas la continuité de la chrétienté, non, ce ne sont pas nos alliés, et j'ai d'ailleurs fait un post pour Maximus le Clément. Je lui demande à Maximus le Clément, bah alors, ton alliance des croyants, est-ce qu'elle tient encore la route avec la sourate 9, verset 30 ? Toi qui luttes contre la Kabbale, contre le sionisme, contre l'implication judéo-maçonnique, ce qui est entendable. Mais as-tu un mot contre la sourate 9, verset 30, puisque tu te déclares chrétien, et qu'ils sont là en train de te dire, ni plus ni moins, que nous sommes des mécréants et que c'est la pire des choses. Voyez-vous, que d'être un associateur, que de dire que le Christ est fils de Dieu. Oh, Maximus, es-tu encore présent, toi qui parles d'opposition contrôlée, ou même tu as dit carrément d'opposition scélérate? Maximus, elle est où ton alliance? Tu vois bien que ça ne tient pas la route, et que malgré que je sois plus jeune, eh bien, j'éprouve de l'esprit les choses. Et tu devras en faire de même. Hein? On t'a déjà démasqué dans le fait de ne pas lire tes livres, et de présenter des quatrièmes de couverture, au point où tu es passé à des commentaires de bar sur l'actualité, et ça t'a même mené à la barre, 17e chambre du tribunal de Paris. Ça va? Hein? Donc je t'invite maintenant à te calmer un peu, et à te reconcentrer sur les vraies choses. Merci pour votre écoute, chers auditeurs et spectateurs. N'oubliez pas, la vérité est notre avenir. La chrétienté est puissante, c'est celle qui est source de civilisation, de respect des êtres humains, de dignité, et bien évidemment, de valeurs ancrées. Et qui dit ceci, inclut une victoire assurée. À très bientôt.